Je me souviens, on prenait la voiture. C'était d'autant plus long avant qu'on déménage, même si c'était déjà proche. Aller chez mes grands-parents, c'était comme des vacances. Je me souciais de rien. Je n'ai en tête que des souvenirs d'insouciance. J'ai forgé une bulle, aucun souvenir de travail, de conflit réel n'existe. C'était ne penser à rien d'autre qu'à jouer et s'amuser. J'ai grandi, ça a changé. Bien que l'appartement ne fût pas vieux, il y avait une atmosphère ancienne. Il y a toujours une vitrine remplie d'objets anciens que mon grand-père collectionne. Une vitrine du souvenir, un témoignage éclectique d'un passé mélangé. À partir d'un certain âge, mon grand-père a commencé à me parler de sa jeunesse. Je ne sais pas si c'était pour attendre que je sois en mesure de comprendre, ou si j'ai simplement oublié ce passé. Au fur et à mesure que les histoires se racontaient, je finissais par connaître ces souvenirs, par vivre à travers un prisme subjectif des époques et des temps que je n'avais pas vécus. Je pense qu'on va parler d'une période assez particulière qu'on a appelée mai 68. Néanmoins, ça a vite pris de l'ampleur par sa spontanéité, par un engouement qui finalement a touché toutes les classes de la société, avec ceux qui étaient du bon côté, ceux qui regardaient ça d'un œil plutôt un peu gêné, quoi. Parler de mai 68, 52 ans après, c'est pas évident. Alors, il y a tellement de choses à dire, il y a eu tellement de choses décrites, que ce qu'on va dire, nous, c'est vraiment quelques éléments. Au début, un soir, que nous étions allés au spectacle, et on s'est retrouvés au quartier latin, avec beaucoup d'attroupements, beaucoup d'agitation, beaucoup de circulation, des klaxons et des bruits déjà qui couraient, qu'il y allait avoir une manifestation dans ce quartier du côté de Gay-Lussac, Saint-Michel et ainsi de suite. Nous avons vu passer d'ailleurs quelques camions remplis de choux-fleurs, parce qu'ils livraient en même temps les halles encore à cette période-là, ou tout au moins un grand supermarché, mais je pense que c'était encore les halles qui étaient ouvertes au Châtelet. Et ce camion a vite été dévalisé, et tout le monde s'est emparé de choux-fleurs dans un but sûrement déjà précis contre les forces de l'ordre, puisque petit à petit on savait qu'elles s'avançaient vers ce quartier et que les jeunes allaient se trouver encerclés. Donc ils ont petit à petit, avec tout ce qu'ils trouvaient sous la main, de faire des barricades, et ils sont restés jusqu'à 2 heures du matin. Nous ne sommes pas restés trop longtemps à ce moment-là dans le quartier, mais on a suivi avec intérêt les informations du soir, parce qu'on avait la radio plus que la télévision à l'époque. Les compagnies de CRS qui étaient là pour rétablir l'ordre ne connaissaient pas le quartier latin. Les étudiants, par exemple, tu as dans le boulevard Saint-Michel et autres, tu as des immeubles où tu rentres d'un côté, tu sors de l'autre, personne ne te voit. Il te verra rentrer. Et ça, les étudiants connaissaient le quartier latin comme leur poche. Mais les CRS, celui qui arrivait de, je sais pas, du coin du fin fond de la France, pour venir, ils ne connaissaient pas le quartier latin. Quand la Sorbonne a été occupée 2 jours et de nuit pendant des jours et des jours, ils avaient sorti le grand piano de la Sorbonne. C'était ouvert 24 heures sur la 24. C'était un rassemblement de divers mouvements d'extrême gauche ou autres. Et tu avais ce qu'on appelait les catanguais qui, eux, vendaient. Tu pouvais acheter ton pavé du quartier latin. Mais à la Sorbonne se trouvaient aussi des meetings. Moi, je suis allé avec des copains, un meeting où l'amphithéâtre principal, il était plein comme un œuf. L'Odéon, le théâtre était occupé 2 jours et 2 nuits. Ça discutait en veux-tu, en voilà. Et moi, je me souviens en tant qu'infirmière, dans le service où je travaillais,
Nous avions un chef de service qui faisait beaucoup de social, donc qui était tout à fait en mesure de comprendre notre mouvement et qui nous accordait d'aller au piquet de grève, d'aller aux manifestations, et même de discuter avec eux. Et c'est vrai que là, on s'est rendu compte que certaines barrières, d'un seul coup, s'écroulaient. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'on se tutoyait tous et qu'on se tapait dans le dos ou sur les épaules, mais il y avait un échange où il y avait beaucoup moins de... par rapport à la hiérarchie, où on se sentait autorisé de dire tout ce que l'on pensait, alors qu'on ne l'aurait pas eu fait avant. Certains soirs, des mouvements assez graves et on demandait du personnel soignant parce qu'il y avait bien sûr des blessés comme dans toutes les manifestations quand il y a de la bagarre. Donc en tant qu'infirmière, on nous avait sollicité pour aller soigner les blessés sur des points bien précis du quartier latin à Paris. Et nous avions notre blouse blanche, la croix rouge sur le côté de la manche, et une ambulance venait nous chercher pour nous emmener sur le point de chute. Et malheureusement pour nous, avec mon ami et collègue, ça s'est arrêté à notre niveau, puisqu'ils avaient assez de personnel et qu'ils ne souhaitaient plus emmener des infirmières, ce que j'ai toujours regretté parce que j'aurais beaucoup aimé y aller quand même, y participer davantage. Je suis arrivé en 67, novembre 67 à Paris, hébergé chez mon copain Alain Le Hallet parce que lui il avait une piole, avec beaucoup de difficultés. Les événements se précisent. Je suis adhérent à la CFDT, puisque j'y étais chez les cheminots, je n'allais pas passer ailleurs. J'étais à la CFDT EDF-GDF, j'avais même ma carte. Alors je leur dis, qu'est-ce que je fais moi? Je ne suis pas encore titularisé, il fallait 1 an de présence. Je n'avais pas l'année. Mais je dis, tu ne bouges pas, tu restes avec nous. Ce qui fait que pendant la grève, je te dis, le matin, il y a les syndicats. Ils étaient autour d'une table. Les gens qui venaient travailler déclinaient on travaille. Voilà, ils disaient rien. Hein. Ceux qui travaillaient n'avaient pas de cantine. Mais nous qui ne travaillions pas, on avait la cantine. Matin, midi et soir. EDF avait fourni aux syndicats, à chaque organisation syndicale surtout, la CGT et la CFDT qui étaient les plus importants, une voiture de la maison pour s'il y avait des problèmes à régler, qu'ils le fassent. On était les maîtres de la maison. Il y avait une grande brasserie en face, on allait boire le café. Je te dis, ceux qui voulaient fumer, t'as des clopes, ben évidemment, ils ont toujours eu des clopes. T'as des bistrots, les autres demandaient des cigarettes, il n'y avait rien. J'y avais amené de quoi dormir, parce qu'on gardait les locaux 24 heures sur 24. L'extrême droite voulait donc attaquer la CFDT, le siège. On y est allé 2 nuits de suite avec d'autres militants de la CFDT. Alors, il y avait aussi, rue Réaumur, il y avait la grande imprimerie du journal qui s'appelait François. C'était un journal du soir un peu comme Le Monde, mais pas du tout ça. Un journal assez populaire et ainsi de suite. Il y avait des petites camionnettes où il y avait un homme au volant et puis derrière il y en avait un autre qui sortait avec François en maillotté. Et un jour où j'ai assisté que des gens avaient arrêté les petites camionnettes, descendu ça et foutu rue Réaumur un feu énorme. Puisque après la grève s'est déclarée, il y a eu une grève générale, corporation par corporation, jusqu'à une grève générale. Alain m'avait fait une liste de courses qu'il fallait faire. Et puis arrivé au Monoprix, la plupart des rayons, ils étaient vides. Il n'y avait plus de transport, plus de train, plus de métro, de bus. Les éboueurs ne ramassaient plus les poubelles. Il y avait des monceaux de poubelles sur une hauteur de 1 mètre ou presque 2 mètres. Et comme il n'y avait plus de transport, nous allions travailler à pied. Et Papy Guy, qui venait me voir à l'hôpital,
venait donc de chez lui, de Saint-Denis, du Faubourg Saint-Denis, jusqu'à l'hôpital Tenon, à pied, me faire un petit coucou, me faire la cour d'ailleurs, et puis repartait ensuite chez lui à pied. Et donc il passait des heures à marcher, mais je ne sais pas, on avait un tel entrain que ça ne nous coûtait pas de faire tout ce chemin qui était quand même fatigant, il faut bien le reconnaître. On habitait au 7e étage, au 163 rue Saint-Denis. C'est une rue qui est étroite qui va jusqu'à Châtelet. Une terrasse où on mangeait matin, midi et soir en été. La direction des services d'hygiène de la ville de Paris fait appel à l'armée, au bidage, pour ramasser les poubelles. Alors le bidage, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Alors nous, on regardait parce que c'était le spectacle. Les poubelles montaient presque au 2e étage. Le bidage ne voulait pas casser la grève des éboueurs. Donc il y avait une sur 3 qui rentrait dans le camion, puis les deux autres les refoutaient à côté. Ce qui fait que le camion pouvait se démarrer, il y avait plus de bazar que pratiquement quand il n'y en avait pas. Voilà, c'est un mouvement quand même qui nous a apporté beaucoup, même pour les femmes, parce que c'était un début un petit peu de prise de conscience et de révolution sexuelle, puisque c'est à partir de là que la contraception, la pilule, déjà a vu le jour. Une certaine libération de la parole. On se regroupait sur les trottoirs, dans les rues, à n'importe quel moment. On parlait de tout ce qui se passait, des événements, et en fait, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on recherchait, et que voulaient ces jeunes, et qu'est-ce qui nous avait donné comme motivation en second plan. Nous, on s'interrogeait sur notre façon aussi de vivre et de voir ce qui se passait dans la société, la politique, les rapports, et avec surtout nos collègues de travail, comment on était considérés. Moi, c'est un souvenir inoubliable. Mai 68, c'est inoubliable. Par l'ampleur du mouvement et par les conséquences et les gains de cause. Enfin, voilà. Je ne sais pas si nos jeunes reverront une telle période, mais nous, on l'a vécu, bien vécu, et on est fiers de l'avoir vécu. Oh, oui, on dit toujours que les événements ne se renouvellent pas, ça balbutie, mais la situation est totalement différente actuellement. Notre ressenti, c'est quelque chose. Oh, nous, on a ressenti ça comme ça. Au fond de l'estomac, au fond on l'a ressenti, on l'a vécu, mais. Oh, mais si, avec euphorie à l'époque. Oui. On pensait qu'il y aurait quelque chose qui aurait été ampère au-delà. Il y a eu beaucoup de déceptions quand même. Bon, mais beaucoup de satisfaction aussi. Il y a eu des avancées au point de vue social, mais ça n'a pas été. Le régime en lui-même a continué sur d'autres bases, et puis c'est tout. Justement, on n'a peut-être pas fondamentalement été jusqu'au bout des revendications des étudiants qui, eux, voulaient carrément changer le fond de la société. Voilà. Même à l'heure actuelle, ça ne se reproduit plus, même s'il y a des événements qui se passent, il n'y a plus cette spontanéité qu'on a eue. Depuis des lustres, personne ne s'est rappelé de 68. Les seuls qui en parlent, c'est la droite et l'extrême droite. Ça revient. Si, ça revient. Moi, je trouve que c'est un mouvement qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup libéré. Après, rien n'a jamais été pareil. Il y a eu des excès. Mais le mouvement lui-même, il y a un aspect politique qui s'est pas fait. Et malheureusement, c'est ça qu'on voulait, nous. S'il y avait eu la liaison, ce qu'on espérait, beaucoup espéraient ça, liaison du mouvement ouvrier, mouvement politique et le monde du travail, 68 se serait passé différemment. Nous chanterons le temps des cerises, les guerres rossignols, les mers, le moteur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur.